Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Si vous êtes propriétaire, vous avez jusqu'à ce dimanche 8 mars pour installer un détecteur de fumée chez vous. Avec des prix allant de 4 à 100 €, difficile de faire le bon choix et de ne pas se faire arnaquer. Heureusement, notre invité est là pour vous aider à sélectionner le bon détecteur de fumée. Christian Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association de consommateurs UFC Que Choisir à Brest. Alors ça y est, vous êtes équipé d'un détecteur de fumée? Pas encore, comme la majorité des citoyens français, malheureusement. Bon, mais je vais le faire quand même. On en reparle tout à l'heure. En plateau également Anthony Berthoud. Bonjour Anthony. Bonjour Pauline. Alors comme chaque lundi, on revient avec vous sur le sport du week-end. Oui, et au programme aujourd'hui du tennis, du foot, du basket, du hand et enfin du canoë-kayak, un programme très riche. On détaille ça tout à l'heure. Et Julie Sicot, bonjour Julie. Bonjour Pauline. Alors vous êtes là pour notre série sur les élections départementales, puisque chaque jour dans l'Instant T, nous nous intéresserons à un parti en lice pour ce scrutin dans le Finistère. Et alors avant de démarrer ces portraits de campagne, vous nous présentez aujourd'hui, Julie, non pas un candidat, mais une figure emblématique du Conseil général. Oui, une figure emblématique, Pauline, parce qu'il s'agit de Charles Miossec. Il a aujourd'hui complètement décroché de la vie politique. Il a tourné la page, mais il nous a malgré tout reçus pour parler de ses mandats, dont ceux à la tête du Conseil général de 1988 à 1998, à une époque où le Conseil général était là encore en pleine mutation, comme à l'heure actuelle. Alors il est devenu conseiller général en 82, année durant laquelle cette institution est devenue telle que nous la connaissons aujourd'hui, une institution qui va donc encore être modifiée. Charles Miossec revient justement avec nous sur cette époque de sa vie. En cas de votre reportage. Dans ce petit bureau de sa maison de Landivisiau, Charles Miossec se replonge dans ses souvenirs d'homme politique, sous le regard de Charles de Gaulle, son mentor. Charles Miossec s'engage en politique après mai 68. Ce fils de garde républicain devient député en 1978, puis enchaîne les mandats. Maire de Landivisiau en 83, élu au Conseil général de 82 à 2001, il en devient le président de 88 à 98. Voilà la vie d'un cumulard en quelque sorte, hein. Puisque le lundi matin, c'est la mairie, l'après-midi, le conseil général, le mardi matin, départ Paris, le jeudi, généralement, retour en Finistère. J'avais ma feuille de route tous les jours par le conseil général, à 13h à tel endroit, à 13h à tel endroit, à telle heure, réunion avec un tel, par le directeur de cabinet qui me faisait mon planning pour la journée, quoi. Des agendas bien remplis et quelques photos souvenirs, ici avec Jacques Chirac, président de la République, ou Édouard Balladur, Premier ministre à l'époque. Il garde quelques souvenirs, parfois mauvais, de sa vie politique, dont son investiture comme président. Désigné par sa majorité, il est désavoué au vote de l'Assemblée. Le jeu des tractations politiques est lancé. Mes partenaires de la majorité départementale, sans en aviser qui que ce soit, avaient fait bloc sur une candidature autre que la mienne pour me mettre en difficulté. Il a fallu donc un deuxième tour pour élire le président. J'ai trouvé ça pas seulement mesquin à titre personnel, mais parfaitement déloyal, et ça commençait très mal. Mais ça s'est bien fini. Aujourd'hui, il reste éloigné de la vie politique. Il est retourné une seule et unique fois au siège du département depuis son départ pour recevoir la médaille et le titre de conseiller général honoraire. Alors on le voit, Julie, Charles Miossec est un véritable homme politique et en plus il est arrivé à un moment vraiment charnière du Conseil général. Oui, tout à fait Pauline. Alors il devient conseiller général en 1982, c'est l'année de la loi sur la décentralisation et année où est aussi inaugurée la maison du département où siège le Conseil général à Quimper. Il a donc connu l'indépendance de cette institution vis-à-vis de l'État, car avant les décisions étaient données d'en haut et puis elles étaient appliquées en bas. Là, l'indépendance était faite en 1982. Alors il reste d'ailleurs convaincu de la nécessité de cet échelon local, un échelon qu'on a voulu un peu balayer. On ne sait pas trop ce qu'il va devenir, car ses compétences vont donc être remises à plat. Et je vous propose justement d'écouter Charles Miossec à ce sujet. On écoute. Je suis convaincu qu'il fallait que les choses évoluent vers plus de clarté. J'ai souvent plaidé pour la clarification des compétences. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de doublons, c'est vrai. Donc, une clarification des compétences. Mais l'échelon de proximité me paraît essentiel quand même, ne serait-ce que dans le domaine de l'action sociale. Comment voulez-vous
voir les réalités de certaines familles, de certains groupes, les handicapés ou autres, c'est pas possible. Alors justement, Julie, est-ce qu'il s'intéresse, Charles Miossec, aux élections départementales qui arrivent? Alors oui, même s'il avoue ne plus vraiment connaître les générations de politiciens qui sont en place dans le département, il reste tout de même à l'écoute de ce qui se passe, un peu de loin. Il est surtout marqué par le parcours des politiciens d'aujourd'hui. Lui, fils de garde républicain à Paris, qui a fait des études commerciales et qui a débuté sa carrière politique en tant que colleur d'affiches. C'est comme ça qu'il se définit. Il pense définitivement que les politiciens, même dans les échelons locaux, sont coupés de la population. Il s'en explique d'ailleurs devant notre caméra. On écoute. Maintenant, nous avons, je n'ose pas dire des apparatchiks, mais des gens qui sont un peu formatés pour cela, dans les cabinets ministériels, dans les services administratifs des départements, des régions, des ministères, et qui sont, je ne vais pas dire bombardés, ou parachutés sur des circonscriptions, mais qui ne sont pas issus du tissu local, du tissu économique notamment, local. Et je crois qu'il y a là un écart entre la réalité quotidienne du terrain et les sphères nationales, quoi, qui fait qu'il y a une incompréhension de plus en plus grande entre la réalité et les décisions au plus haut niveau. Voilà, merci beaucoup Julie en tous les cas. Et puis on rappelle que les élections départementales, c'est 22 et 29 mars. Un chalutier vieux de 30 ans se refait une beauté au chantier Tanguy de Douarnenez. Le patron du Vague à l'âme a décidé de moderniser son Bolincheur de Concarneau, un chantier assez rare dans le secteur de la pêche. Frédéric Lorenzon est allé jeter un petit coup d'œil au chantier. Ce patron pêcheur de Concarneau rend visite à son bateau, Vague à l'âme, un bolincheur de 15 mètres en complète réfection depuis un mois au chantier Tanguy de Douarnenez. La coque de Vague à l'âme a été complètement redessinée sur l'avant. Comme tu passes, tu vois, sur l'avant, on vient ouvrir l'écrase vers l'avant. C'est du beau travail, c'est un très beau travail. La réfection de Vague à l'âme a commencé par un démontage en règle à la tronçonneuse. Un coup dur pour le patron qui navigue depuis 10 ans sur cette coque de bois construite au début des années 80. Entre le bateau et moi, il y a vraiment une relation, quelque chose. Donc on y fait attention, voilà, quand on accoste, on fait attention de ne pas cogner dans le quai, on fait toujours attention à son bateau. Et là, de le voir, des gars avec une tronçonneuse en train de couper le bois dans tous les sens, ouais. On oublie vite, quoi, cette image-là. Aujourd'hui rassuré, Didier a vu renaître les nouvelles formes de la coque de Vague à l'âme rapidement. Là, aujourd'hui, on voit la forme du bateau. Donc, en 5 semaines, je trouve que, voilà, si je suis quasiment obligé de venir tous les semaines, parce que tous les semaines, il y a des éléments importants qui changent à bord et on a besoin d'avoir des réflexions sur la reconstruction. Exemple avec la hauteur du bastingage. La réglementation prévoit aujourd'hui 1 mètre minimum. Donc là, on passe de 80 cm à 1 mètre. Donc je veux être sûr qu'on se soit bien compris, parce que ça influence sur le fonctionnement et le travail à bord après. Pour financer ces aménagements, gage de sécurité pour les 7 hommes d'équipage, Didier a dû casser sa tirelire, sans aucune assurance de bénéficier de subventions. Voilà, les aides, on est dans une attente, basée sur les années précédentes où effectivement ces travaux étaient éligibles et on pouvait s'attendre à peu près 20% du montant en termes d'aide. C'est la région qui va décider si oui ou non ce projet-là est éligible. Pour quitter Douarnenez et voguer à nouveau à la poursuite de la sardine, Vague à l'âme devra être prêt le 20 avril, jour de grande marée. Voilà, et maintenant on passe au tennis, au football, au basket, au hand et au kayak. Bref, on passe à l'instant sport. Voilà, et Anthony, on va démarrer avec du tennis puisque l'Open de Quimper a démarré ce week-end. Et pour marquer le coup, ce samedi, des jeunes du quartier de Pénars ont échangé quelques balles avec des joueurs professionnels. Et Frédéric Lorenzon y était. Les champions de tennis s'affrontent sur les cours de Crash-Gwen depuis samedi pour le 6e Open de tennis de Quimper. Parrain du tournoi, Marc Jiquel a délaissé pendant 1 heure les terrains pour rejoindre les mini-cours installés dans le quartier de Pénars.
Ici, je viens pour jouer avec les jeunes, pour leur faire découvrir un peu mon sport, ma passion qui est le tennis, et c'est plutôt sympa. J'ai un fils qui a 8 ans qui joue au tennis et en fait, qui a découvert le tennis grâce à moi. Et là, un peu, si je peux leur faire découvrir ce sport, certains, je pense, ne connaissent pas forcément ou n'ont jamais joué, c'est avec grand plaisir que je vais le faire et j'espère qu'ils vont prendre du plaisir à jouer. Pendant la semaine, comme Marc, les champions de tennis viendront taper quelques balles avec les enfants. Des balles et des raquettes adaptées pour l'initiation au tennis. Comme on peut le voir, on joue sur des petits terrains, donc on joue avec des petites raquettes, avec des balles aussi de différentes sortes. Il y a des balles en mousse qui rebondissent moins que des balles normales, on va dire, des balles intermédiaires et même des ballons qui sont très bien aussi pour commencer à s'initier à faire des échanges. Ces 4 copains sont plutôt adeptes du foot, mais attirés par la présence des champions, ils ont découvert le tennis avec plaisir. Je trouve ça pas mal, ils ramènent ça dans un quartier comme ça. Je trouve que c'est bien de jouer avec des pros. C'est intéressant, c'est un sport qui est intéressant. Pourquoi ? C'est amusant parce que tu fais des passes, tu dois courir pour prendre la balle et trucs comme ça, quoi, c'est bien. C'est pas un sport qui me plaît particulièrement pour faire en club, mais ça me plaît bien comme ça de m'amuser avec mes potes. Pendant une semaine, l'Open de tennis de Quimper attire près de 13 000 spectateurs, pour beaucoup des amateurs de tennis. Mais cette année, les organisateurs de la compétition ont voulu aller plus loin. L'objectif prioritaire de l'événement, c'est pas de séduire les amateurs de tennis parce qu'ils viennent naturellement, ils ont déjà coché dans leur calendrier la date de l'Open, mais c'est plutôt de faire venir des enfants. Et je pense que le meilleur moyen de les faire venir, c'est déjà d'aller à leur rencontre parce que de les inviter, c'est pas suffisant. Ce mercredi, ce sera la journée des enfants sur l'Open de tennis. Après les échanges avec les champions, les jeunes sportifs de Pénars pourront ainsi les découvrir en action. Voilà, donc Anthony, on retrouve aussi l'Open de tennis de Quimper sur TBO. Bien sûr, les finales qui auront lieu dimanche après-midi en direct sur TBO. Et d'ici là, un joli programme toute la semaine au village de Créache-Gouenne avec donc les finales simples et doubles en fin de semaine. Alors on passe au foot avec le match nul du Stade brestois samedi en Ligue 2. Oui, un score équitable, un partout entre Brest et Sochaux, deux prétendants à la montée en Ligue 1. Un résultat décevant malgré tout, il ne faut pas se le cacher pour les Brestois. On voit ici en image l'ouverture du score de Youssef Adnan sur un joli centre de Gaëtan Courtet. C'est déjà son 3e but en 2 matchs à Youssef Adnan. À ce moment-là, Brest prend les devants et pense avoir fait le plus difficile, mais on va le voir juste après le retour des vestiaires. Eh bien, Sochaux va égaliser. Ici, 48e minute, c'est un but de Toko Ekambi, le buteur sochalien, qui égalise. Et derrière, Brest qui va avoir beaucoup de mal à terminer ce match avec ce score 1 partout, qui ne fait donc pas leurs affaires puisque Brest sort du podium après cette 26e journée. Et du basket maintenant avec une défaite à domicile samedi soir pour l'étendard de Brest en National 2. Juste auparavant, pour terminer sur le foot, voilà, la Coupe de France qui aura lieu cette semaine, c'est l'événement du côté de Brest, un quart de finale historique qui aura lieu jeudi soir 19h au stade Francis Leblay. Puis un petit coucou aussi aux Concarnois qui joueront à 21h quant à eux contre Guingamp, ce sera à Lorient. Le petit poussé de la Coupe de France. Exactement. Alors on passe au basket maintenant, Anthony, avec une défaite à domicile samedi soir pour l'étendard de Brest en National 2. Oui, là aussi c'était en direct sur notre antenne depuis la salle Cerdan. Et pour ce derby breton, Brest recevait l'Union de Rennes. On le voit ici, ce sont les Rennais qui ont pris les choses en main assez rapidement et qui ont ensuite déroulé dès le premier quart-temps. Ils ont pris les devants au score. Et puis les joueurs de Yannick Stéphan se sont bien repris dans les 10 dernières minutes notamment, en revenant à 4 points de Rennes. Mais ce n'est pas suffisant pour éviter une défaite 82-87 pour les Brestois. Rien de bien grave toutefois, puisque l'étendard qui vise le maintien en National 2 est toujours 6e au classement, donc pas d'inquiétude pour l'instant. Et autre sport collectif avec du hand et cette fois une belle victoire des Brestoises en D2 samedi soir à l'Arena. Oui, encore une grosse ambiance dans la nouvelle salle brestoise pour les filles du Brest-Bretagne Handball qui recevaient Cannes. C'était un match entre le 2e et le 3e du classement. On le voit ici, les Cannoises qui ont fait un bon début, qui ont accroché les Brestoises. Pendant longtemps, les deux équipes ont été au coude à coude. Mais ensuite, pareil, en fin de match, les Brestoises qui ont accéléré et qui ont réussi à creuser l'écart avec au final une belle victoire 25-19 qui leur permet de consolider leur 2e place au classement de 2e division.